La parenthèse de ce jeudi 25 août 2022, bienvenue à tous et bonjour, bon réveil en compagnie donc des programmes de la télévision nationale et la parenthèse qui s'invite dans votre matinée pour l'agrémenter à votre réveil et vous permettre donc de bien démarrer votre journée. Le programme, il est assez varié comme d'habitude et aujourd'hui nous allons retrouver une panoplie de chroniqueurs et surtout d'invités également qui vont nous parler de thèmes variés et il y aura autour de 8 heures comme toujours le talk du jour. On va démarrer dans la bonne humeur comme toujours avec les humoristes béninois. Il s'agit une fois encore de la compagnie Semako Wabaho et Simplice Béanzin alias Pipi Wabaho qui se mue en astrologue. Il va parler aujourd'hui aux natifs du mois de mai. Asseyez-vous, monsieur. Ça va? Ça va. C'est quel nom déjà? Ernest. Ernest. Allez-y. Et vous êtes né de quel mois? Mars, mais Jimmy. Mars. Tu es né en mars. Mars. Ah, c'est Ernest maintenant. Hein? Ernest. Mars, mois de mars. Mois de mars. Ah, épervier. Épervier. Vous êtes épervier, Cancan. Cancan Cancan Renoué. On vous dit ça, le Cancan Renoué. Applaudissez pour lui. Vous voyez, il ressemble son signe à Jojo Enoja. Il aime les signes éperviers là. C'est qu'ils sont toujours, comment on appelle ça, Ganganagansou. Au lieu de demander quelque chose avec Afou. Il mange Afou. Au lieu de demander quelque chose avec une voix douce, il prend ça seulement avec la force. Même les femmes détruisent, mais les trucs, si c'est un garçon, si c'est un homme, si c'est une fille ou bien une femme là, vraiment, mais sous oui, avec la force, quand elle marie, elle prend ta femme, ton mari là, elle va être toujours le coq de la basse-cour. Hein? Elle est toujours comme ça. Au lieu de se mettre... non. Mais si c'est un homme là, il aime toujours, si c'est dans un service, si c'est dans quelque chose là, il aime toujours à rester en haut. Et il parle en arrogantant. Ils aiment à parler aux gens. Ils sont toujours arrogants. Les éperviers. Tu dois éviter. Non, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ce que je vais te demander, c'est ton signe qui a dit ça. Tu peux te corriger. Si tu te corriges là, ça va mieux pour toi. Si tu ne te corriges pas, c'est ton signe. Mais ça va te compliquer la vie. Ça va te compliquer la vie. Il faut être truc là. Tu vas éviter des choses pareilles. Tu fais quel travail? Électricien. L'électricien. C'est pas ton boulot ça. Un cultivateur, tu dois être un cultivateur ou bien un jardinier. Tu dois rester là où il y a des brousses, des campagnes. Ton place, tu n'as pas ta place en ville. On a un coup en ville. Non. Ça ne va pas. Ah bon? Parce que tu sais, là où il y a des brousses là, tu comprends? Oui. Et donc, il y a des criquets qui sortent dedans. C'est ces criquets là, c'est le magouillard que le pévier, il a l'habitude de manger. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Soukambe non. C'est ton fils. Oui, tu vas rester là. Ton place, c'est de rester dans les brousses. Tu es d'accord? Et tu vas éviter quelque chose dans la vie. Là, tu réussis là ta vie. Tu peux changer ça. Tu peux changer ça. Comment on va faire maintenant? Non, après on va dire ça. Parce que les autres matins. Ernest, ça c'est bien. Du courage. Ça va changer. Donc sois courageux. Il faut mettre l'eau dans ton vin. Assez. Et c'est Dieu qui vous a donné ça. Mais il faut essayer de changer ça. Merci. Moi, je suis là pour vous régler. Merci. À jeudi prochain. Merci beaucoup. Oui, merci.
Voilà, à jeudi prochain aussi, hein, sur ce plateau, on va retrouver la compagnie Sema Kouabaho de la semaine prochaine. Pourquoi pas, ce sont des capsules, hein, comme j'aime le rappeler, réalisées il y a déjà 3 ans, mais vous en avez redemandé encore et encore. Et si vous êtes natif du mois de mars, je pense que vous avez été bien servi ce matin. C'est que selon l'astrologue Simplice Béanzin, vous êtes du signe épervier. Vous avez pu comprendre que voilà, vous n'êtes pas destiné à vivre en ville, mais plutôt en campagne, et que votre activité qui conviendrait à votre signe, c'est d'être cultivateur ou jardinier. Ça, c'est selon l'astrologue Simplice Béanzin que nous remercions. Au passage, avant de poursuivre cette émission, je vous donne le menu. Dans un court instant, nous serons avec Ézéchiel Jacob et Didas Tossou. Aujourd'hui, on parle bien entendu des parades de grand-mère. Une fois encore, il est là. Vous l'avez remarqué en début de semaine, il était déjà sur ce plateau. On poursuit aujourd'hui avec lui sur d'autres sagesses de grand-mère. On aura également Gossip dans un court instant avec Stanislas Limpon qui va aujourd'hui nous apprendre beaucoup sur la vie des célébrités. Nous aurons dans la rubrique, bien entendu, de Vue sur le net également, tout ce qui a pu donc donner du sourire tout au long de cette semaine. Nous aurons en plateau d'un instant à l'autre Jacques Koumassou. Il va nous parler donc de l'organisation du prochain championnat national d'escrime, lui qui en est le président donc de cette fédération qui fait beaucoup. Nous aurons également un talk autour de 8h. Comme je vous l'ai annoncé aujourd'hui, on parle de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Comment réussir son entrée, quelles sont les erreurs à éviter, comment développer certaines qualités pour être un excellent entrepreneur. Tout ceci, ça va être autour de 8h avec mes invités et débatteurs. On va, avant de recevoir Ézéchiel Jacob, parler avec vous, Monsieur Zulkifilou Barizi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler du Sénafi. C'est quoi le Sénafi? Le Sénafi, c'est le Séminaire national de formation islamique organisé pour les élèves et étudiants musulmans du Bénin. Voilà. D'accord. Donc, un séminaire à l'endroit des élèves et étudiants musulmans, voilà, du Bénin. Donc, il va durer combien de jours? Le Sénafi, c'est du 28 août au 4 septembre. Et ce sera au centre An-Nadja de Djougou. Nous avons déjà visité les lieux et puis voilà, prendre des dispositions administratives et qui s'imposent et tout pour tenir ce séminaire. D'accord. Voilà. Donc du 28 août au 4 septembre. Au 4 septembre, bien sûr. Donc rendez-vous à Djougou si vous êtes élève musulman, si vous êtes étudiant musulman, rendez-vous donc à ce séminaire. Alors quelles sont les activités qui sont prévues sur ces quelques jours de séminaire? Très bien, sur ces quelques jours de séminaire, nous avons prévu plusieurs activités. Plusieurs activités sont prévues, bien sûr, d'abord les activités allant dans le sens de la formation religieuse et également des activités dans le sens du développement personnel parce que le constat a été fait que voilà, les élèves et étudiants un peu ont d'inquiétudes ou bien de soucis au niveau de la gestion du temps, au niveau du développement personnel même. Donc il y a ces renforcements de capacités là qui veulent être faits à leur endroit pour améliorer et les amener à vraiment cultiver ces aspects-là de développement personnel. En dehors de ça, il y a des activités sur l'entrepreneuriat, des projections, des conférences diverses sur la religion, sur les bonnes éthiques d'un élève et d'un étudiant en tant que musulman. Voilà. D'accord, donc un programme bien varié pour permettre aux élèves et aux étudiants musulmans donc d'en sortir encore plus aguerris pour la vie. Alors pour la vie active, hein, la vie religieuse, pourquoi pas. Alors qui peut participer? C'est vrai que vous parlez d'élèves et d'étudiants. Est-ce seulement restreint à ces deux catégories-là? La cible déjà, c'est les élèves et les étudiants pour l'activité, mais les professionnels aussi, s'ils le veulent, peuvent aussi participer. Et cette participation également leur donnera droit à ces différentes activités qui sont prévues. Voilà.
D'accord. Alors, dites-nous, cette édition, elle a quelque chose de spécial. Nous en sommes à la première ou à la deuxième ou à la troisième édition? Non, c'est cette édition, on est encore on est encore avancé parce que je ne sais plus exactement c'est à quelle édition, mais ça a commencé depuis un bon moment. Oui, oui, elle a un cachet spécial cette édition. Oui, son cachet spécial, c'est déjà que l'activité cette année va prendre en compte l'entrepreneuriat. Je voyais dans l'annonce, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Donc, il y a ça également qui sera pris en compte cette année. C'est d'ailleurs le cachet spécial où nous envisageons quand même initier les participants à l'entrepreneuriat. En étant élèves et étudiants, déjà, ne pas attendre la fin complètement des études avant de parler on va chercher ou bien aller se former maintenant sur quelque chose. Donc, c'est pourquoi on parle d'initiation, parce que nous n'allons pas leur donner les outils entiers d'entrepreneuriat pour ne pas les amener à laisser l'école. Donc, c'est une initiation à l'entrepreneuriat et au projet d'entreprise. Donc, à cela, il y aura quand même des formations pratiques qui leur seront données pour quand même les initier et attirer leur attention que bien en étant élève ou étudiant, on peut quand même avoir une idée sur ces différents éléments-là de l'entrepreneuriat. D'accord, et avoir une autre corde à son arc également, c'est toujours aussi important de ne pas compter que sur les études parce qu'on ne sait pas ce que la vie réserve, mais quand vous êtes un peu aguerri et formé aussi à l'entrepreneuriat, cela pourrait vous être utile et ça vous sera d'ailleurs utile dans la vie. Alors, ce cachet spécial donc qui va amener pendant ces jours de séminaire les élèves et les étudiants musulmans à recevoir, on va dire, des conférences ou des communications sur l'entrepreneuriat. C'est une bonne initiative. Alors, dites-nous, quelles sont les attentes du comité d'organisation pour le Sénafil? Le comité d'organisation lance un appel à tous les élèves et étudiants musulmans et non musulmans aussi qui seront intéressés par l'activité à effectuer ou bien à participer massivement à cette activité-là. Je rappelle, c'est du 28 août au 4 septembre au centre An-Nadja de Djougou. Voilà, centre An-Nadja de Djougou du 28 au 4 septembre pour le Sénafi, c'est le séminaire national de formation islamique. Voilà, donc à l'endroit des jeunes élèves et des jeunes étudiants également, vous pouvez prendre part à ce séminaire du côté de Djougou pour en apprendre davantage sur la vie religieuse et sur l'entrepreneuriat, la vie active, etc. On va dire, voilà, un moment de partage et de retrouvailles également. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Voilà. Allez, vous allez rester avec nous. Je vais recevoir dans un instant le président de la Fédération béninoise d'escrime. Il est déjà là. Mais juste avant, je vais recevoir Ézéchiel Jacor et Didas Tossou qui vont s'avancer sur ce plateau. On parle des parades de grand-mère, ces parades-là qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, ces parades. Vous avez grandi auprès d'un grand-parent, enfin d'une personne âgée quand même. Oui, bien sûr. Vous connaissez ces petits interdits-là que grand-mère refuse. Ce n'est pas forcément religieux, parce que vous êtes dans le cadre religieux. Ce n'est pas forcément des choses religieuses, mais c'était de la sagesse purement africaine que grand-père, grand-mère nous interdisait. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On a un peu grandi dans ce moule-là. Oui, tout à fait. Voilà, ça nous a forgé notre... on va dire notre soi d'ailleurs. Notre soi, voilà. Et puis après, on ne comprend pas pourquoi elle dit de ne pas faire. Et c'est plus tard, on se dit, ah oui, grand-mère disait ça. Voilà, et on comprend mieux. Allez, on va lancer ce jingle, le temps pour nous d'installer Ézéchiel Jacor et Didas Tossou. Voilà, il est déjà installé. Il était déjà de retour sur la parenthèse. Depuis le début de semaine, il était allé au pied de grand-mère, on va dire une semaine de stage, une semaine de mise à niveau, et il est de retour. Vous avez pu le constater mardi dernier. Aujourd'hui, jeudi, il revient encore nous parler un peu de certaines parades de grand-mère. C'est une rubrique donc qui est destinée à la grand-mère et à ses parades. Donc une pensée à toutes ces personnes du troisième âge qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués et qui nous ont inculqué les bonnes valeurs africaines et même sociales, également les valeurs morales, pourquoi pas. Ézéchiel Jacor, bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour chers téléspectateurs, merci de nous avoir préférés pour accompagner votre matinale. Alors aujourd'hui, grand-mère s'est ingérée beaucoup plus en famille. Elle est d'accord d'ailleurs pour le châtiment, ou du moins je vais dire la punition, la correction des enfants. Elle a d'ailleurs pris par son représentant au cours de notre émission du mardi dernier pour rappeler ce fait, mais elle nous dit de le faire avec beaucoup de sagesse. Voilà, aujourd'hui, grand-mère, dans cette dynamique, grand-mère nous interdit beaucoup plus aux parents d'enlever la main de la nourriture pour battre les enfants. Dites-nous pourquoi. C'est certainement un acte à plusieurs revers. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Et rappelez que grand-mère invite ses petits-fils, ses petites-filles à être très sages. Oui, je crois que vous êtes d'accord avec moi que ce que dit grand-mère souvent, c'est vérifié. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on parle de manger, c'est sacré. Quand on parle de manger, c'est sacré. Les grandes personnes ne s'amusent pas comme ça avec le manger. Non, c'est vraiment sacré. Et les conditions pour manger, vous ne mangez pas seul. J'ai dit une fois ici que quand vous voulez manger, vous êtes avec les grandes personnes, il y a certaines commodités, il y a certains comportements. Si vous regardez bien avec des yeux d'enfants sages, vous allez voir des comportements que nos parents ont. Vous voulez manger, grand-père ou grand-mère à côté de vous, mais quand vous lavez les mains et vous voulez manger, on ne s'amuse pas avec le manger. C'est un acte sacré. C'est un acte sacré. On ne s'assoit pas en désordre. Quand vous êtes en train de manger, mais on ne va pas prendre le manger, lever la main en même temps pour vous gifler. Pourquoi? Vous ne mangez pas seul. On mange avec les esprits aussi. On mange avec les esprits. Il faut toujours savoir pourquoi quand on veut manger, parfois, quand c'est une grande personne, il prend un peu, il dépose par terre. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi c'est ça. S'il le dépose et que vous pensez que personne n'a pris, lui, cette grande personne, c'est que quelqu'un est en train de prendre. Et donc, pourquoi au moment en train de manger et évoquer les esprits autrement, il va prendre encore la même main pour vous gifler? C'est mettre en mal la cohésion sociale là, c'est mettre en mal cette bénédiction qu'on a demandée à nos esprits. Et donc, ça ne se fait pas. L'enfant, même si c'est un tout petit enfant qui s'agite pour prendre la viande, on dit on ne fait pas ça. Non. Donc, grand-mère a interdit que pendant qu'on est en train de manger, qu'on prenne la main comme ça, qu'on gifle l'enfant, montrer qu'on est sévère, l'enfant n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, non. Il y a des parents qui sont tellement fâchés quand un truc arrive et puis ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de battre leur enfant. Non, on bat l'enfant, mais pas comme ça. C'est pas là où on bat l'enfant. Non. D'abord, les dispositions que vous prenez pour manger, l'enfant sait déjà qu'il y a un ordre qu'on suit. Il y a un ordre qu'on suit. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui où on dit les enfants à table, tout le monde est là et chacun fait ce qu'il veut, il va prendre ce qu'il veut. Chacun se sert. Oui, chacun se sert. Non, c'est pas ça. Donc, il y a des conditions pour manger et dans ces conditions, on n'enfreint pas à la loi naturelle que nos grands-parents nous ont apprise. Alors, et quand on mange et l'enfant nous énerve, quelle est la manière la plus appropriée pour punir cet enfant-là? Non. Parce qu'on dit souvent aussi, quand on mange, on ne parle pas. Vous savez, donc si on ne parle pas, pourquoi je vais commencer à l'heure là à donner de l'éducation autre encore à l'enfant? Ma manière de manger est déjà une forme d'éducation. Même si je ne parle pas, ma manière de m'asseoir, la manière de faire asseoir mon enfant montre déjà qu'il y a déjà un comportement à suivre. Si moi-même je ne parle pas, d'abord, vous voyez, quand vous allez dans certaines zones, par exemple, je prends Abomey, les grandes personnes, on ne dit pas qu'ils mangent, et le canoë. Ah bon? Et donc, on ne s'approche pas.
On ne s'approche pas. C'est vraiment sacré. C'est pas un désordre, c'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Partout on passe, on fait de n'importe quoi. Non. Je me rappelle, à un moment donné de notre époque ici, il y a des séminaires, il y a des rencontres nationales où on invite les têtes couronnées. Et quand on voit une tête couronnée manger en public, on se pose la question de savoir, est-ce que les choses ne sont pas désacralisées? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce que vraiment il est authentique? Pourquoi on se pose la question? On ne mange pas, une grande personne ne mange pas en désordre comme ça. C'est vrai qu'on a faim, mais on ne mange pas en désordre. Il y a des commodités qu'on prend. Voilà. Alors, dans la même logique, grand-mère donne quelques règles aux enfants pour manger avec les personnes âgées. Qu'est-ce que grand-mère enseigne, particulièrement pour le partage de repas entre enfants et adultes? D'abord, quand vous êtes enfant et vous voulez manger avec, par exemple, votre père ou votre mère, on ne s'assoit pas dans la même enseigne que sa maman ou son papa. Vous vous mettez à genoux, à côté. Pour manger? Oui, pour manger. Vous vous mettez à genoux, à côté. Et quand vous lavez les mains, votre père lave les mains ou votre mère lave les mains, quand vous êtes en train de manger, on ne met même pas la sauce. On ne laisse pas la sauce se verser sur le dos de la main. Le dos de la main. Non. Vous comportez lorsque la main de votre père veut rentrer dans la sauce, mais vous attendez. Et lui aussi fait un effort pour ne pas faire ça. Je vous ai dit, c'est tellement sacré. Donc, on se contrôle. Vous ne prenez pas un morceau de viande, vous restez là, et c'est quand vous mangez, d'abord, on vous prend le morceau de viande, et on vous partage, vous avez 2 ou 3, et vous mettez ça dans la main gauche, vous gardez. Vous ne mangez pas la viande, mais vous gardez, vous regardez comme ça. C'est quand, oui, c'est quand vous finissez de manger, vous êtes rassasié, que vous commencez maintenant à manger la viande. C'est comme ça, c'est compliqué pour les... Non, c'est comme ça se passe. C'est vraiment des parades de grand-mère parce que les enfants d'aujourd'hui, quand il n'y a pas de l'œuf sur le riz ou voilà, du poisson déjà, ça grogne. Ils n'ont même plus envie de manger en fait et ils réclament cela. Mais c'est pourquoi aujourd'hui que le vol là, c'est à tous âges. Oui, si vous permettez tout ça, donc l'enfant aussi va faire ce qu'il veut. Mais on ne vole pas comme ça. Vous volez, vous allez revenir à la maison. On saura qui a fait ça. Donc, il y a des comportements. Quand vous mangez, si la nourriture va finir et que votre père constate bien, votre mère constate que vous n'êtes pas rassasié, il retire un peu sa main, l'attend. Et vous mangez, constate que vous êtes rassasié, il demande si vous êtes rassasié. Si vous dites oui, le reste, le père ou la mère prend et mange. Mais pendant ce temps, vous ne lavez pas les mains. Vous attendez. Vous attendez toujours. Et lui finit de manger et il lave les mains avant que vous ne lavez les mains et vous ramassez maintenant les assiettes. Donc ce n'est pas au père ou à la mère, quand vous allez laver les mains, courir pour partir. Donc vous demandez au père de laver les mains, de ramasser les assiettes. Non, c'est votre pays ça. Le pays de grand-mère, c'est pas ça. Voilà. Non, mais... Dans le temps de grand-mère, c'était interdit. C'était interdit. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, le manque de ces comportements-là, on ne dira pas que ça entre en ligne de compte des déviances sociales, mais plutôt de la modernisation. Non, la conséquence, quand on ne le fait pas, la conséquence, c'est ça, j'ai dit, si vous permettez à un enfant, dès qu'on tue un poulet, c'est lui qui prend les parties, là où il y a la chair qu'on sort, ou bien dès qu'on prépare le riz, l'enfant va se servir, prend l'œuf, tout ça, mais celui qui prend l'œuf, il ne va pas prendre le bœuf. C'est ça. Donc, quand on voit les vols, tout le temps, on ne fait que mentir, parce qu'on ne respecte rien, parce qu'on a peur de rien à la maison. Mais que gagner un enfant à manger avec une personne âgée autant de grand-mère, parce qu'aujourd'hui, la tendance, une fois encore, elle a changé. Vous avez beaucoup plus de l'individualisme, malheureusement, dans les maisons, c'est-à-dire que chacun mange seul. Il y en a même qui se retirent dans la chambre à coucher pour aller manger, ils mangent dans leur pièce là-bas. Et puis, moi, je le fais. Voilà, donc voilà un exemple. Chacun mange de son côté, en fait. Pourquoi vous il n'y a plus cette le repas est en train de perdre ce caractère socialisant là avant voilà, on mangeait au même moment tout le monde et ça se passait très bien. Pourquoi on vous pose la question quand quelqu'un vous insulte, dit mais vous n'avez pas de photos de grandes personnes chez vous, vous n'avez pas vécu avec de grandes personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a manqué dans la société. Ça veut dire que vous avez des comportements déviants qu'on constate en vous, mais qu'on ne peut plus expliquer parce que on se dit il y a peut-être quelque chose, un hiatus entre votre vie d'enfance et aujourd'hui. Votre comportement montre qu'il y a des manières de faire auprès de grandes personnes que vous n'avez pas.
si vous ne vivez pas auprès de grandes personnes, quand on sera quelque part, vous allez vous asseoir en premier lieu avant que la grande personne ne s'asseye. Mais normalement, non. C'est la grande personne qui s'asseye d'abord. Et vous restez debout. Et on vous dit, asseyez-vous. Avant. Maintenant que vous ne vivez pas avec la grande personne, mais vous allez faire de n'importe quoi. Vous asseyez, vous prenez la bonne place et on vous regarde. On dit, mais nous sommes dans quel pays ça? Mais il ne peut plus rien parce que c'est votre modernisme qui a envahi le monde. Donc, la grande personne ne peut plus rien dire. Sinon, il constate que ce qui est fait, ce n'est pas ça. C'est ça. Voilà. Alors, Bruno, est-ce que vous allez arriver de manger avec grand-mère? Oui, mais avec papa, oui. Je veux dire grand-mère. Ah, oui, bon, oui. Papa, c'est les mêmes comportements que grand-mère, forcément. Oui, je pense que tout ce qu'il a dit, ça se retrouvait. Il y avait forcément des comportements observés. Quand tu manges avec papa, tout n'était pas permis. Donc, tu dois vraiment faire attention. Tu ne peux pas te servir la viande avant lui. Tu ne peux pas, voilà. Tu peux pas avoir un certain nombre de comportements parce que, voilà, tu seras repris tout de suite et recadré. C'était ça. Dida Sossou, merci. Merci pour cette Mais moi, j'ai envie de savoir, hein, oui. avant que vous ne partiez, mais l'aspect de manger avec une personne âgée, vous avez parlé de tout ce que ça peut apporter aujourd'hui, enfin tout ce que ça a pu enseigner aux enfants que nous étions. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on remarque que c'est tout l'inverse. Chacun est beaucoup plus dans son coin. Oui, dans son coin. Qu'est-ce qu'on perd à dénaturer cette manière-là que grand-mère nous a enseigné, le vivre ensemble, manger, partager les repas ensemble? Je vais vous donner, tout à l'heure j'ai insinué rapidement, lorsque vous mangez avec la grande personne et qui constate que vous n'êtes pas rassasié, c'est cette grande personne qui s'abstient et vous laisse manger. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine éducation là, dit mon enfant ne va pas rester comme ça. Il mange d'abord. Il mange, il se rassasie d'abord avant que je ne continue. Si moi je suis rassasié, ce n'est pas grave. Parce qu'il est avec moi et j'ai constaté qu'il n'est pas rassasié. Mais aujourd'hui, le grand frère peut manger tout et laisser le petit frère. Parce qu'il ne se souvient pas que, bon, ce que j'ai déposé là, ça ne va pas suffire à mon jeune frère ou à ma jeune soeur. On mange seulement, ça en va. Et donc, l'autre viendra crier seulement. Alors, il ne sait pas qu'à l'heure là, il ne peut plus trouver à manger. Donc, si le jeune ou le grand frère était resté auprès de ses parents et il a mangé auprès de ses parents, quand il sera avec ses petits frères et ses petites soeurs, il saura qu'il faut laisser un peu de place pour ses petits frères et sœurs en mangeant pour dire, moi, je suis un peu plus grand que vous, je peux supporter, vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas garder cette endurance-là, je vous laisse manger d'abord. Mais si vous n'avez pas vécu ça auprès de grandes personnes, mais on se chamaille autour de l'assiette, et c'est le plus fort qui mange, il s'en va. Ah oui, c'est ça, hein, ça m'amène à penser à ces familles en griffes nombreuses là. C'est vrai qu'on ne peut pas parler en Afrique de familles nombreuses, ça varie d'une culture à l'autre. Mais je dis familles nombreuses comme ça, où on servait tous les enfants dans le même plat en fait, c'est-à-dire un plateau plutôt. Et c'est là la loi du plus fort s'applique parce que si vous n'êtes pas rapide, au Sénégal par exemple, jusqu'à présent, c'est encore le cas. Les familles, ça se voit dans les vidéos, mangent ensemble, on met un grand plat, tout le monde vient par terre, s'asseoir et on mange ensemble vraiment. Et là encore, il faut vraiment être bien éduqué parce que vous mangez avec des gens, vous ne pouvez pas avoir certains comportements. Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi le fait que quand vous êtes avec les parents, il y a une certaine bénédiction. Il y a une certaine bénédiction. Et vous allez ressembler à vos pères. Mais je mange avec quelqu'un, je finirai par avoir son comportement. Ok. Attention. C'est un moment de partage. Oui, il y a une manière de manger, il y a une manière de laver les mains. Aujourd'hui, là, vous lavez les mains comment? Avec les deux doigts. Mais autant de grands... Ou parfois, à cause de la cuillère, on ne lave plus la main. Très bien. Oubliant que les règles d'hygiène n'ont pas exclu que parce que vous voulez manger avec une cuillère, de ne pas laver la main. Oui. Alors qu'avec nos parents, on lave les deux mains. C'est ça. Et ça a sa signification aussi. Ah bon? Oui. Oui. Alors, la signification est trop grande. C'est pas ça qui nous a amené, mais j'explique comme ça. Donc, quand vous êtes avec les grandes personnes, vous constatez. Donc, on n'a pas besoin de voir un médecin avant de dire, ah, il y a l'hygiène ici. Tout ça, ça se passait. Voilà. On a compris que grand-mère nous enseigne aujourd'hui de ne pas enlever la main de la nourriture pour battre les enfants. Oui. Et de même, il y a plusieurs règles
quand on mange avec les personnes âgées. Voilà. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez noté toutes ces leçons. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres parades de grand-mère. Merci Didas Tosso. Bruno. Merci beaucoup à vous, Ezekiel Jaco et à Didas Tosso sur ces quelques parades de grand-mère qu'on a pu revisiter. Ça fait du bien quand même de se remémorer un peu certains interdits de grand-mère dans nos vies et ça rappelle beaucoup l'enfance. Également, on va poursuivre cette émission. À présent, on va faire du sport avant de retrouver Stanislas Linkpon pour Gossip. Il va nous parler, lui, de l'actualité, donc des célébrités de ce monde. Mais avant, comme je le disais, on va faire du sport, on va faire de l'escrime. Précisément, vous connaissez l'escrime? Oui. Oui, Oui. D'accord. Vous connaissez l'escrime? Oui. Vous connaissez l'escrime? Vous en voyez pratiquer des gens Africains, pas vraiment, je le dis. Ah oui. Ah, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment fan de ce sport parce qu'il se pratique au Bénin et on va installer dans un instant le président de la dite fédération parce que les championnats de cette discipline pointent déjà à l'horizon. Mais avant, on va découvrir c'est un sport qui se pratique avec trois armes différentes, l'épée, le sabre et le fleuret. Et c'est Blaise Adanko qui nous amène à la découverte donc, de ces trois armes, leur histoire et comment ce sport se pratique. Voilà, donc cet élément de Blaise Adanko qui va nous permettre d'installer le président Jacques Okumassou. Honorer la discipline et après on reprendra avec la FIE. Mais je vous avoue que les femmes sont là, on en a beaucoup d'ailleurs. C'était une femme qui était au championnat du monde et au championnat d'Afrique. Et une jeune fille de 16 ans, on l'a envoyée au charbon. Elle était au championnat du monde, elle a découvert, c'est vrai, elle n'a pas été à la hauteur comme les gamins. Mais quand vous avez 16 ans, vous pratiquez, on vous surclasse à ce niveau de compétition où vous croisez des gens qui sont au championnat du monde depuis peut-être 10 ans, depuis 14 ans, c'est pas pareil. Là, les coups, ça va vite, ça fuit, ça part dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Je crois qu'on l'avait canardé de coups, donc elle était revenue sans... Jacques Okumassou, vous êtes très intéressant. Allez, un dernier mot et surtout un appel à l'endroit des populations de Ouida, cette ville-là qui va accueillir le prochain championnat national d'escrime. Vous savez, Ouida, c'est la porte d'entrée de l'Occident au Bénin, donc la rencontre Afrique-Occident, sinon Bénin-Occident, c'est fait par la ville de Ouida. C'est pour ça que Ouida est une ville suffisamment spéciale. La ville aux deux forts, le fort portugais et le fort français. On a eu deux histoires d'esclavagistes. Les esclavagistes portugais qui sont venus les premiers après les Français. Du coup, c'est à juste titre qu'on choisisse l'un de ces forts pour ce championnat. Ça veut dire c'est le retour, c'est le retour à la source, c'est le symbole. Et ce symbolisme, le maire de Ouida l'a compris, il nous a accompagnés lors des championnats communaux. La dernière fois, le maire était là, toutes les autorités étaient là. Et aujourd'hui, on retourne encore là-bas pour faire les championnats nationaux. Donc, je crois que nous demandons à toute la ville de Ouida, comme elle sait bien le faire, de venir nous accueillir, de venir nous soutenir et de soutenir les gamins parce que ça va être des championnats exclusivement pour des gamins et ces gamins vont forcément faire des merveilles, vont montrer comment on croise les failles, comment on va en assaut, comment on fait des parades, comment on donne des coups et après ces gamins sont préparés pour la vie parce que l'escrime n'est pas le foot, n'est pas le basket. On ne fait pas l'escrime parce qu'on veut avoir des comptes en banque, on fait l'escrime parce qu'on veut développer d'abord l'être. Nous on est là pour développer l'être, l'homme. On veut apprendre à l'homme son avenir, son devenir, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait rencontrer dans la vie. Et l'escrime participe à ça, participe au développement de l'être, dans son être. D'accord. Voilà, qui est bien précis. Prenez donc le rendez-vous du côté de Ouida, ça va être à partir du 31 août prochain. Donc là, nous sommes mercredi la semaine prochaine jusqu'au 3 août. Au 3 septembre. Au 3 septembre. Voilà, du 31 août au 3 septembre. Donc, 4 jours de discipline, de pratique de l'escrime et de compétition pour les jeunes du côté de Ouida. Merci beaucoup à vous, Président Jacques Okumassou, et on vous souhaite surtout plein succès à ce championnat national que vous organisez et qui probablement va rentrer dans l'histoire de l'escrime béninoise. On va poursuivre cette émission à présent. On va recevoir d'un instant à l'autre Stanislas Linkpon qui s'avance déjà vers ce plateau. Avec lui, on va faire le tour de l'actualité des célébrités du monde. Et gardez toujours vos positions car juste derrière, nous aurons Josué Meweno sur ce plateau, lui qui est candidat à la présidence de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Il va nous dire un peu ses ambitions donc
donc pour, on va dire, cette organisation professionnelle. Et juste après le talk du jour, on parle de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Vous aurez plein de leçons à apprendre de ce talk avec mes invités et débatteurs dans quelques instants. C'est parti pour Gossip. Stanislas Linkpon, bonjour. Chemise blanche, cravate rouge. Bonjour Bruno Soilier. Bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour chers amis qui sont en plateau ici. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de quelques actualités des célébrités, des stars que nous aimons suivre. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, et nous commençons par le Bénin. Vous savez, le week-end dernier, Nicanor était à Parakou. Nicanor, qui est au cœur d'une polémique sur la toile depuis ce concert de Parakou le week-end dernier. Des images de Nicanor et ses 6 mains lors de cette soirée dont je vous parlais, font vibrer la toile. Sa fiancée Fredia Kesso n'a pas hésité à s'extérioriser à travers une phrase, cette phrase devenue fétiche sur le web. Bon, la goutte d'eau vient de déborder le vase, a-t-elle écrit en ce moment précis, quelques minutes après la manifestation, sinon la soirée. Alors, tout de suite, les internautes l'ont récupéré et ça agite la toile. Pourtant, la dame a retiré, mais la polémique s'enfle et ça continue encore de faire vibrer le web. Bah, c'est bien normal quand vous êtes quelqu'un d'assez suivi. Vous avez tous vos faits et gestes sont vraiment suivis. Et je pense que ces photos et ces images de ces 6 mai de Nicanor à Parakou lors de leur spectacle n'ont pas du tout échappé, on va dire, aux fans et surtout à celle qu'on pourrait appeler sa compagne, Fredia Kesso. Bien sûr. Voilà. Bien Donc sûr. voilà, le débat va continuer, ça c'est normal. On voit Exactement. encore une autre photo qui était Oui. probablement pour la compagne de Nicanor, une photo tendancieuse. Mais enfin, on a vu le commentaire, vous l'avez dit, il a été retiré, mais ça n'enlève pas que c'est quelque chose qui a été posté. La preuve, les gens ont fait des captures d'écran. Bien sûr. Donc vous, par exemple, c'est pourquoi on en a encore ce matin. Donc, il y a des gens qui, enfin, comment je vais dire, ils aiment étirer les problèmes. Il en fait partie. Ça dit que celle qui a publié, elle a déjà retiré, mais lui, il a fait capture d'écran en temps pour pouvoir en parler. C'est ça aussi, la toile, hein, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire le web a de la mémoire, l'Internet a de la mémoire. A de la mémoire, simplement. Méfions-nous. Alors, autre actualité d'une autre célébrité. Oui, on y va tout droit au Cameroun pour retrouver le rappeur ténor et sa fiancée ivoirienne Eunice Ozounon, qui On va traverse dire en maintenant ce son moment- ex-fiancé ou Bon. sa fiancée toujours parce que... Son ex-fiancé, disons-le comme ça, il traverse d'ailleurs un moment difficile. Il y a un mois, le couple s'est bagarré à Toulouse, en France, là-bas. La vidéo de cette bagarre circule, fait le tour des réseaux sociaux depuis le 23 août dernier, cette nuit où Ténor volait pour la Côte d'Ivoire, où il avait une production là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On a vu la dame exercer de la violence sur son homme. Or, le couple se serait déjà séparé depuis cette bagarre et la vidéo réapparaît dans la nuit du 23 août. Et pour les proches de Ténor, c'est que la dame avait déjà prévenu son homme de ce qu'il va le nuire. Et selon son manager, ça aurait été un acte préparé pour détruire l'image de Ténor qui encaisse tout, subit tout sans rien dire. C'est bien dommage, hein. On a pu voir ces images. Malheureusement, on ne peut pas les diffuser. Ça ne va pas faire du bien du tout à ceux qui nous suivent. Bien des sûr. images de violence. On n'est pas là pour encourager de la violence. sûr. On fait juste de l'information. Parce que Exactement. les images, quand vous les suivez en privé, c'est quand même un peu... Enfin, ça ne me fait pas bien de voir un homme et une femme qui se sont aimés, qui ont partagé des moments, j'imagine, d'intimité, d'amour, etc., en venir à cette extrême violence, donner des coups, lutter, etc. Ça ne me fait vraiment pas bien. Mais c'est aussi ça, parfois, l'amour peut virer au rouge et c'est un peu
les désagréments qu'on peut vivre quand on est dans ce genre de situation. Et une fois encore, malheureusement, ces deux célébrités, donc ça fait jaser la toile Bien et sûr. tout le monde en parle. C'est ça aussi, comme l'a dit le fils du pays, Nicanor, dont on venait de parler, il n'y a pas d'amour sans peine. Bon, c'est aussi ça. Donc là, ce sont les peines de Ténor et de Eunice Zounom. Autre actualité avec vous, Stanislas Limpon. Bon, enfin, notre ami Tech, dont je vous avais parlé la semaine dernière, est sorti de son mutisme. Il a réagi par rapport à la polémique qui s'enflait autour de son concert de la côte qu'il a eu à faire organiser en Côte d'Ivoire, Bruno. Il a exécuté lors de ce concert avec l'une de ses fans des pas de danse jugés trop osés si vous voulez, et la toile s'est enflammée. Au cœur de la polémique, le chanteur franco-camerounais a réagi en ces termes. Vous le suivez. À partir d'aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai pris une résolution sincère. Ce que vous voyez là, c'est un drapeau blanc parce que je vais prôner la paix. À compter de ce jour, vendredi 19 août, je ne ferai monter plus aucune fan sur scène. C'est décidé, terminé. Messieurs, dames, drapeau blanc agité, traité de paix. Vous pouvez enfin réinviter vos copines, vos cousines, vos sœurs, peu importe, en concert. C'est bon, il n'y aura qu'un partage musical et une lecture d'un roman policier, pourquoi pas. Je pense qu'il sera pris de revers, hein, parce que ce qu'il dit, c'est bien beau, mais après, quand vous êtes en spectacle, vous êtes en pleine prestation, vous ne commandez pas le public. Hein. Bien sûr, c'est le public qui vous commande. C'est comme dans un stade de foot, il y a toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place. Les supporters sont censés rester loin dans les gradins, mais il y en a toujours qui s'échappent et qui échappent à la vigilance de la sécurité, qui faufilent et viennent sur le terrain approcher leur star. Donc, quand vous êtes en spectacle, vous ne pouvez pas prédire ni prévoir tout ceci. À tout moment, quelqu'un peut s'échapper du public et monter sur scène. Maintenant, vous pouvez refouler la personne, ça c'est un autre débat, mais dire qu'il ne permettra plus à personne de monter sur scène, je pense que il n'est pas maître de l'espace où ces spectacles vont se produire. Vous ne pouvez pas à la fois être sécurité, je sais pas, celui-là qui est en scène à la fois, c'est pas possible. Donc bon, après aussi, il y a des fans qui aiment ce genre de défi. Exactement. Maintenant qu'il a dit, il y en a qui vont se dire, ah ouais, bon, on verra au prochain spectacle. Moi, je vais tout faire, je vais monter pour lui montrer que bon. Vous verrez qu'il y a un truc du genre va se produire. Ça, je peux le prédire, c'est assez simple à prédire. Vous verrez, quelque chose du genre va se produire. C'est aussi pour soigner son image, hein, parce qu'après cette affaire, il y a eu beaucoup de choses autour. Taïk, briseur de foyer, Taïk, arracheur de copines, de fiancés. Trop de choses on a lu sur le web. Donc voilà, il est vraiment choqué. Même il y a une vidéo que j'avais vue la semaine dernière où on a mis en légende, si ton gars t'a quitté parce que tu as dansé avec Taïk, alors il n'est pas le bon. Donc j'avais même pris ça pour faire écho du web. Et le lendemain, il réagit par cette vidéo-là. Il était même au volant, la vidéo dont je parlais tout à l'heure, il était au volant, décontracté, voilà. Et il roulait, il jouait, il dansait sur l'un de ses morceaux au volant. Quand j'ai lu la légende, comme on a dit, tiens, tu es une star, on ne va pas te le pardonner, ces propos-là, même si c'est une image qui a été détournée, qui a été exploitée par des internautes à d'autres fins, reste à vérifier. Le lendemain, il a réagi, et voilà, c'est pour sauver son image. Et parlant toujours de Taïk, Bruno, si vous le permettez, avant cet incident de la Côte d'Ivoire, il y a eu un autre au Rwanda, à son concert qu'il a organisé le 30 juillet dernier. Alors, à cette soirée, une Rwandaise de 24 ans débarque dans une robe transparente, laissant voir ses parties intimes, photographiées et relayées sur le web, sur les réseaux sociaux. Donc, la Rwandaise a été interpellée par la justice rwandaise cette semaine. Elle est accusée d'indécence publique et a écopé d'une peine de 2 ans d'emprisonnement. Si je vous montrais toute l'image en totalité, vous allez vraiment être choqué. Donc, j'ai préféré garder la partie que j'ai jugée plus ou moins serviable, plus ou moins observable. Parfois, on aime être choqué. Hein. Bien sûr. Pour ce genre de choses, je pense que parfois on peut être choqué. Mais je vous rejoins. Je pense qu'on va, on va épargner les téléspectateurs. Voilà, donc j'ai voulu épargner les téléspectateurs de cela. J'ai juste fait la capture. Mais en privé, vous pouvez nous choquer, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous enverrai l'image, pas de souci. Elle aurait
porter cela pour son homme, bien sûr, dans sa chambre, pourquoi pas, pour lui faire plaisir, mais en public. C'était une provocation de Taïk, voilà. Elle n'aurait jamais oublié, elle ne va jamais oublier cette date-là. Après aussi, c'est une question de mentalité, de société où on a grandi. Pendant que vous pensez qu'il faut s'habiller comme ça pour son mari, il y en a qui pensent qu'il faut s'habiller comme ça pour son propre plaisir d'abord et qu'on peut aller n'importe où. Et voilà, à chacun de se retenir, à chacun de ne pas regarder, à qui veut de regarder, de garder ses commentaires pour lui. C'est dommage. C'est un peu ça la société est faite d'un peu de tout et il faut tout pour faire un monde malheureusement. Bien sûr. Heureusement. Alors, ce sera tout? Oui. Merci beaucoup à vous, Stanislas Linkpon, pour Gossip de ce jeudi 25 août 2022. Ce même jeudi, nous recevons sur ce plateau, il va s'avancer, on va le recevoir, Josué Mewenu. C'est un collègue du quotidien du service public La Nation, mais qui a d'autres ambitions. En ce moment, ça va être probablement une un virage dans sa carrière de journaliste sportif. Pas de journaliste sportif, mais j'en suis un. Je pense que tout le monde est journaliste sportif. Malheureusement, tout le monde ne l'est pas. Lui, il est plutôt culturel. Voilà. Donc, désolé de vous avoir ajouté. On est journaliste. Voilà. Puis c'est tout. Bonjour. Bonjour, Josué Mewenu. C'est un plaisir de vous recevoir par ici. Merci. Merci de m'avoir invité. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Je dois dire que c'est un réel plaisir de revenir par ici. Parce que quelque part ici, c'est chez moi. Ouais, c'est chez vous. Vous faites bien de le dire. C'est chez vous. La Nation, l'OATB, c'est la même maison. Et vous avez constaté, Josué, il a des aides de président déjà. Manche retroussée. Je l'ai dit tout à l'heure en coulisses. Manche retroussée, chemise blanche, lunettes bien nettoyées et tout. Non, je pense que nous sommes propre, frais ce matin. Non, vous savez, nous sommes en campagne électorale et ça, c'est une tenue de combat. Une tenue de combat, d'accord. La campagne électorale, une tenue de futur président. Merci beaucoup. Elle couvre 24 heures sur 24. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà tenu une séance de travail avant d'être ici ce matin. C'est ça aussi la campagne. Voilà l'endurance d'un présidentiable. Hein, vous l'aurez compris, l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, tient son assemblée générale élective samedi prochain. Donc, nous sommes à exactement 48 heures donc, de cet événement. Mais avant, parlez-nous de la situation actuelle de cette union, de cette organisation professionnelle ici au Bénin. Merci beaucoup, Bruno. Je dois dire que l'Union des professionnels des médias du Bénin est l'unique fêtière au Bénin qui rassemble tous les acteurs des médias, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le domaine d'intervention, tout ce qui est professionnel des médias, acteurs des médias au Bénin, en tout cas, se retrouve au niveau de cette fêtière-là. Et vous savez, tous les 3 ans, cette fêtière tient une assemblée générale élective qui permet de renouveler les instances dirigeantes de l'Union. Et c'est l'exercice auquel nous sommes convoqués samedi prochain pour donc renouveler le mandat de ceux que nous avions portés il y a 3 ans à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. D'accord. Vous nous annoncez donc cette élection qui pointe déjà à l'horizon et qui est pour dans 48 heures, le samedi 13 exactement. Mais il semble quand même que tout n'est pas parfait. Nous entendons beaucoup de choses. Il y a des bruits de couloir, des récriminations au sujet de la liste des participants à l'AG et donc des votants à cette Assemblée générale élective. Effectivement, vous savez, nous sommes en train d'aller à une élection totalement floue, dans des conditions ambiguës, avec un fichier électoral absent. Nous sommes à 48 heures de l'élection, mais malheureusement, nous ne savons pas encore quel est le fichier électoral avec lequel nous allons à cette élection. Je vais me faire simple. Nos tests ont prévu que pour aller en Assemblée générale, il faut avoir adhéré à l'Union des professionnels des médias du Bénin, il faut avoir été à jour de ses cotisations. Lorsque vous remplissez ces conditions... On est membre que quand on est même à jour donc, lorsque vous remplissez ces conditions-là, vous êtes électeur. C'est ce que nos tests ont prévu. D'accord. Et donc, il y a 3 ans, l'actuel président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, alors candidat pour son premier vrai et réel mandat, parce qu'avant ça, elle avait achevé le mandat de son prédécesseur parce qu'elle était vice-présidente. Alors, pour se faciliter
se faciliter sa réélection, la tâche, elle a décidé d'importer, je m'excuse de parler en ces termes-là de nous, sur un plateau de télévision, mais c'est malheureusement la réalité. Elle a décidé d'importer du bétail électoral. C'est-à-dire, vous avez, en 2019, pour l'Assemblée générale élective, on a fait venir des gens dont les traces n'existent nulle part dans les fichiers de l'Union. Et donc, ces personnes-là sont venues pour la toute première fois prendre part à une Assemblée générale. Être votant. Être votant. Et comme par hasard, plusieurs d'entre eux ont été élus et ont siégé pendant 3 ans au niveau du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Et donc, voilà ce qui s'est passé il y a 3 ans. On a fait venir des gens et aujourd'hui, la liste de présence, s'il vous plaît. La liste de présence de cette Assemblée générale élective fait aujourd'hui office de fichier électoral. Je ne sais pas si ça se passe dans une association. Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que malgré ces irrégularités, nous avons décidé au cours de l'Assemblée générale extraordinaire qui a précédé l'Assemblée de samedi prochain, nous avons décidé de permettre à ceux des nôtres qui seront à jour de prendre part à la prochaine Assemblée générale élective. Et donc, des personnes qui n'ont pas qualité, des personnes qui n'ont jamais adhéré à l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui frauduleusement ont été importées il y a 3 ans, se sont retrouvés dans le bureau exécutif de l'organisation, se retrouvent aujourd'hui en position de décideur et prennent la décision d'interdire à des personnes qui ont régulièrement adhéré à l'Union de participer à une Assemblée générale élective. Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Nous allons à une élection où nous sommes 239 électeurs, si je ne m'abuse, 239 électeurs. Alors, nous allons à une élection de 239 électeurs et des personnes qui n'ont pas qualité se sont assurées d'avoir retiré de la liste électorale plus d'une 50aine d'électeurs appartenant à un seul camp. À un seul camp, on s'est assuré d'avoir, après l'enrôlement des électeurs, on a récupéré les fichiers d'enregistrement et on s'est assuré d'avoir apuré de la liste électorale une 50aine de personnes appartenant exclusivement à un seul camp. Alors, et celui qui est auteur de cette manœuvre-là n'est même pas membre de l'Union, parce qu'à aucun moment il n'a adhéré à l'Union. La situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui est telle que nous allons demander à ce qu'on nous clarifie de bout en bout la liste électorale. Nous avons déposé des recours devant le comité d'organisation qui est l'instance habilitée à recevoir les recours. Et malheureusement, la posture de ce comité d'organisation-là ne nous rassure pas en tant que candidat, en tant qu'état-major, en tant que staff prenant part à cette élection-là. Parce que nous ne pouvons pas demander à ce comité d'organisation de nous clarifier la situation du fichier électoral pendant que 2 personnes siègent au sein de ce comité d'organisation et n'ont jamais adhéré à l'Union. On ne peut pas demander à ce comité d'organisation de nous clarifier la situation du fichier électoral et que la commission renvoie les confrères qui ont déposé des recours et leur demande d'aller eux-mêmes faire la preuve de leur appartenance à l'Union. Alors, si nous sommes dans ces conditions-là, sur quelle base alors le comité d'organisation et son secrétaire ont-ils décidé d'exclure une 50aine d'électeurs d'un seul camp? Voilà la situation aujourd'hui. Et donc, quand c'est comme ça, nous sommes perdus. Nous sommes perdus parce que nous avons des personnes qui sont à la fois jugées parties. Des personnes qui n'ont pas qualité manipulent le fichier électoral à 48 heures de l'élection. Et ça continue. Des personnes qui n'ont jamais adhéré à notre union, qu'on a importé frauduleusement, se retrouvent aujourd'hui en position de décideur et manipulent tout, n'importe comment, à leur guise. Ce n'est pas possible. Voilà la situation à laquelle nous faisons un peu face. Et nous disons que tant que nous n'allons pas voir clair dans la situation du fichier électoral, ça va être difficile de continuer par avancer dans ce processus électoral. C'est vrai que nous sommes à 48 heures de l'Assemblée générale élective. Nous continuons de mouiller le maillot, nous continuons de nous battre. Et ces choses-là font partie des choses pour lesquelles nous avons décidé de nous porter à la tête de l'Union. Voilà une union, moi-même qui suis ici et qui suis candidat, qui vous parle, je ne peux pas vous sortir ma carte de membre de l'Union. Ça n'existe nulle part. C'est beaucoup de flou. Je m'excuse d'être aussi franc sur un plateau de télévision, mais de la même manière que nous rentrons dans cette profession-là, parfois comme nous allons dans notre douche, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, on rentre dans l'Union, on ne fait pas les formalités d'adhésion,
on occupe des postes de responsabilité et on manipule le fichier électoral à sa guise. Nous n'allons pas permettre ça. Nous avons des voies de recours, même si le comité d'organisation, aujourd'hui, ne nous entend pas comme cela se doit. Nous avons d'autres moyens de recours, nous avons d'autres moyens de pression. Nous allons continuer par nous faire entendre afin que le droit soit. Est-ce que les tests de l'Union prévus, parce que notre Union est dotée de tests, nous allons tout faire pour que ces tests-là soient respectés. Nous allons demander finalement à toutes les personnes, finalement nous tous, nous allons refaire la preuve de notre adhésion à l'Union. C'est vers ce schéma-là que nous tendons finalement. D'accord. On a encore 3 petites minutes. Maintenant, on parle de vous, même il semble que, si on s'en tient aux réseaux sociaux, il semble qu'il y aurait une actrice politique qui se serait interférée ou qui aurait eu interférence au niveau de la confection de votre liste. De ma liste? Oui, de votre liste. Non. Ou de la liste vous savez, électorale. On lit un peu beaucoup de choses quand même. On lit beaucoup de choses par rapport à cette élection-là sur les réseaux sociaux. C'est vrai, moi je suis candidat d'une coalition qui est dénommée Dynamisons l'Union et au niveau de ma coalition, à aucun moment, personne, aucune source externe n'est intervenue. D'accord. Je sais comment j'évolue avec mon staff, avec mes gars. Nous nous saignons. Nous n'avons pas de moyens. Nous sommes des journalistes. Oui. Moi, je n'ai pas de soutien, j'ai rien, j'ai mes gars avec qui je bataille. Mais par contre, ce que vous dites, je l'ai également lu, mais je pense par contre que c'est l'un des camps partis à cette élection qui aurait, je n'ai pas les preuves, donc je ne voudrais pas être affirmatif, qui aurait sollicité le soutien d'une actrice politique qui est aujourd'hui à la tête d'une des institutions de ce pays pour lui apporter du soutien, de l'argent frais pendant que ce camp-là était en difficulté pour pouvoir faire inscrire en masse des gens sur les listes électorales. Je l'ai lu sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Je ne sais pas de quoi ça retourne. Moi, ces choses-là ne me préoccupent pas. D'accord. Justement, ce qui vous préoccupe probablement, c'est de briguer le poste. Mais pour y arriver, quels sont les projets? Quels projets avez-vous pour notre corporation? Vous avez parlé de 3 minutes tout à l'heure. Nous ne pouvons pas décortiquer mon projet de mandature en 3 ans parce qu'il est très dense. D'accord, vous allez nous donner les points saillants parce qu'on a le talk juste après. Ce que nous voulons aujourd'hui, j'ai commencé par vous parler tout à l'heure des conditions d'entrée dans la profession. La question de la formation pour nous occupe une place de choix. Elle occupe une place prépondérante et pendant ces 3 ans-là, nous allons faire en sorte que on ait de la fierté à dire qu'on est journaliste béninois. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous allons fortement travailler. La vie sociale du journaliste, la vie professionnelle du journaliste, ces choses-là, nous allons faire en sorte que ça change, que ça ait désormais un peu plus d'éclat et de prestance. Parce que nous estimons que nous sommes le 4e pouvoir. C'est nous qui faisons les autres. Nous avons le pouvoir de l'information, mais malheureusement, au sein de notre société aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que le journaliste béninois est valorisé à sa juste proportion, à sa juste valeur. Nous allons, ensemble avec tous les confrères, tous les consoeurs, avec des partenaires stratégiques, nous allons travailler à redonner confiance à tout le monde, à faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse nous regarder avec de la fierté et de la satisfaction. J'ai un projet de société qui est détaillé en 15 grands points qui prévoit les actions majeures de la mandature. Même si nous n'avons pas le temps d'en parler avant cette élection-là, nous aurons d'autres canaux, d'autres occasions pour expliquer de long en large aux confrères ce que nous prévoyons, ce que nous ne pouvons pas faire sans eux. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à tout le monde de venir avec la liste Dynamisons l'Union, de soutenir le candidat de la liste Dynamisons l'Union pour que nous réformons l'Union des professionnels des médias du Bénin et pour que nous changions la situation du journaliste béninois. Nous en avons l'ambition, nous allons nous doter des moyens pour y arriver. Alors, l'une de vos forces dans la liste des candidats, c'est que vous avez fait la presse privée, vous êtes dans le service public actuellement, vous avez fait la presse écrite, vous avez fait de la radio, vous êtes aussi un homme de télévision. Ça mérite quand même d'être un, non? C'est un parcours plein, comme on dit souvent. Bon, modestement, je pense que je suis de ceux qui ont eu cette chance-là d'avoir été des deux côtés. J'ai fait plus d'une dizaine d'années dans le secteur privé et je me retrouve à en faire pratiquement autant aujourd'hui dans le secteur public. C'est vrai que nous sommes en campagne, je vous l'ai dit, l'argument qu'on tente de sortir aujourd'hui, c'est que c'est un candidat du service public, il ne faut pas le soutenir parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Moi, je ne me considère pas comme un journaliste de service public. Je me considère comme un journaliste béninois. Je connais les deux mondes, j'y ai travaillé longuement et je pense humblement que contrairement aux autres candidats, j'ai cette longueur d'avance là qui me permet aujourd'hui de parler aisément du secteur privé des médias au Bénin et de parler aisément du secteur public des médias au Bénin. Je connais mon milieu, c'est mon monde.
Je n'ai fait que ça dans ma vie et aujourd'hui, je demande qu'on me donne les moyens de faire en sorte que l'avenir du journaliste béninois puisse être un peu plus reluisant. Voilà, un parfait discours. Votre mot de la fin. Merci beaucoup Bruno, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de venir m'entretenir avec les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale ce matin. Je voudrais revenir sur la question de la liste électorale et dire qu'en tant qu'éveilleurs de conscience, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous reprochons aux autres. Lorsqu'il y a élection dans ce pays, lorsqu'il y a le moins de soucis par rapport à la liste électorale, nous sommes les premiers à nous mettre au devant de la scène pour dire ça ne doit pas se passer. Il faut donner des chances égales à tous les candidats. Et aujourd'hui, nous-mêmes, pour renouveler les instances de notre fêtier, nous sommes en train de tripatouiller la liste électorale, nous sommes en train de ruser avec la liste électorale, nous sommes en train de manipuler, de manœuvrer la liste électorale dans le souci de favoriser certains camps contre d'autres. Nous n'allons pas permettre que cette situation-là se produise. Nous avons des voies de recours à notre possession. Nous allons les exploiter jusqu'à épuisement et nous comptons nous faire entendre parce que l'union nous appartient à tous. C'est notre chose. Nous avons envie de la changer et personne n'a la possibilité ni le droit de nous empêcher de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Josué Mehouenou. Merci d'avoir entretenu, on va dire, les téléspectateurs et surtout ceux du corps de notre métier par rapport à cette élection qui pointe à l'horizon. Dans 48 heures, donc, le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin sera donc élu et avec à sa tête naturellement un président dont vous êtes, on va dire, un des candidats, un des prétendants donc à ce poste. On vous souhaite, on va dire quoi, bon vent, beaucoup de chance et surtout que tout se passe bien lors de cette élection pour laquelle il y a quand même pas mal de grincements de dents, beaucoup de choses se lisent. On espère que voilà, ça ne va pas faire tâche parce que nous sommes supposés être une profession exemplaire parce que nous sommes ceux-là, vous l'avez dit, qui éveillent la conscience. Donc nous devons être d'abord exemple nous-mêmes avant d'être donneurs de leçons et donc notre corporation doit faire honneur et faire les choses de façon transparente à l'occasion de ces élections. Merci beaucoup à vous et on va vous retrouver peut-être après l'élection, sait-on jamais, pour voilà, faire le bilan et dire comment la journée de samedi, qui, je vous le souhaite, soit pour vous voilà, une journée de victoire. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à vous. On va poursuivre la parenthèse du jour, c'est l'heure du talk. On va marquer la courte pause publicitaire et on va installer débatteur. On parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes et si vous êtes dans cette posture, vous avez déjà eu un élan d'entrepreneur, c'est que ce débat vous intéresse. Des invités de qualité sont donc attendus pour ce talk pour, on va dire, aborder plusieurs aspects liés à l'entrepreneuriat. À tout à l'heure. Rita, Cécile, Asiba et Yab travaillent péniblement.
Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur gari. Aujourd'hui, parce que fidèle au remboursement du microcrédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Rembourser votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte Mobile Money au moins du montant emprunté. Saisissez étoile 810 dièse, puis suivez les instructions et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Allez, on en parle ce matin, comme je vous le disais, l'entrepreneuriat des jeunes. Comment réussir son entrée, comment s'orienter, quel choix faire du domaine d'investissement. On revient sur tous ces aspects pour aider ceux-là qui sont dans l'élan d'entreprendre quelque chose, parce qu'il faut réussir quand on entreprend, c'est presque un impératif. Personne n'aimerait investir dans quelque chose et en couler les larmes après. Et je suis accompagné ce matin des personnes vraiment indiquées. Il s'agit par exemple de Sika Nassara, elle est promotrice d'un produit made in Bénin. C'est le kilichi, c'est bien ça? Oui, c'est bien le kilichi. D'accord. Orica. Bonjour, donc Bonjour. c'est de la viande séchée, hein, c'est bien ça? C'est de la viande de bœuf séchée qu'on utilise comme amuse-bouche. D'accord. Donc, vous comprenez qu'elle a eu l'idée géniale vraiment de valoriser la viande de bœuf autrement, qu'on a l'habitude de bouillir, de frire, voilà, de préparer sous toutes ses formes. Mais vous séchez cette viande et vous en faites des amuse-bouches. C'est intéressant. À côté de vous également, une autre promotrice, Priscille Laourou, c'est bien ça? Bonjour. Bienvenue à vous, jeune entrepreneuse aussi, hein, elle est déjà à fond si jeune, elle va nous expliquer comment elle a eu le courage, parce que c'est pas évident quand on est jeune d'avoir le courage d'entreprendre. Parfois on pense que c'est pour adultes ou bien pour enfin, des gens d'un certain âge, il faut être voilà, quelqu'un de responsable, réunir de gros moyens, etc. On va revenir sur votre expérience qui, je suis sûr, va faire école. Et en face, il y a également Madame Mireille Guédou Madodé, qui est une consultante à la base en ressources humaines, mais qui est comme une consultante sur notre plateau également quand il s'agit des questions d'emploi, d'orientation, voilà, parce qu'elle est également coach en emploi et orientation. Elle est directrice de Challenge Compétences, c'est son cabinet. Bonjour. Bonjour Bruno. Et voilà, on a un autre entrepreneur, lui qui fait dans du numérique, il est resté, il était là un peu plus tôt, il est resté, monsieur Zulkifiri Baziri, c'est bien ça? Oui. Voilà. Voilà, Barizi, merci d'être resté également. Alors, on va aller vite parce que le temps est vraiment passé, on ne va plus en perdre davantage. Alors, dites-nous, c'est quoi entreprendre? Ou on va plutôt demander aux entrepreneurs de nous le dire. Oui, pourquoi pas. Alors, c'est quoi entreprendre déjà, vous qui êtes voilà, dans l'entrepreneuriat? Entreprendre, c'est exercer une activité, créer son entreprise, prendre l'initiative de faire quelque chose, être à son propre compte. D'accord. Quelque chose à compléter? Ajouter de la valeur à une idée qu'on a. Il faudrait qu'on crée et que cela soit capitalisé par la suite. Capitaliser, ça c'est un mot important parce que quand c'est pas capitalisé, ça ne sert à rien d'entreprendre. Et vous qui êtes dans le numérique, vous avez peut-être une autre approche du mot entreprendre? Déjà, je fais mienne les éléments qu'elles ont apportés et à ça, je vais ajouter surtout régler un problème. Apporter une solution à un problème existant. Un besoin qui existe de la société. Un besoin qui existe de la société. Ça fait partie quand même des propres d'un entrepreneur pour pouvoir émerger. C'est ce que je veux ajouter. Répondre à une demande. Ouais, parce que quand vous répondez à une demande, c'est fort probable que vous fassiez bonne route dans votre élan d'entrepreneur. Alors, l'une des grosses problématiques quand on est sur le point de se lancer, c'est la question de l'orientation. Comment s'orienter? Et je pense que c'est ce que vous êtes en train, d'une manière ou d'une autre, en train de soulever, c'est-à-dire répondre à la demande de votre environnement. Mais il faut savoir s'orienter parce que beaucoup échouent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se sont mal orientés. Et donc, vous qui êtes coach en orientation, comment est-ce que quelqu'un qui est sur le point de se lancer devrait s'orienter? Il faut qu'il se connaisse et qu'il sache, qu'il soit sûr de ses qualités à entreprendre, hein, parce qu'il faut
Il faut du tempérament, il faut de l'audace, il faut avoir une bonne idée, avoir envie, avoir le goût du risque. Voilà, donc déjà, il faut remplir ces qualités-là. Ensuite, avoir la capacité à conduire son projet d'entreprise jusqu'à terme. Oui. Moi, c'est en cela que j'accompagne donc les entrepreneurs, justement, parce qu'avoir une idée, c'est bien, la concrétiser, c'est encore mieux, la développer et puis en faire un grand projet, c'est l'idéal, en fait. Voilà, donc s'orienter, il faut se connaître pour savoir si vraiment on est fait pour le salariat ou plutôt pour le monde de l'entreprise. D'accord. Donc, vous voulez dire, je reste avec vous, je vais reprendre. Je vois ça. Alors, vous voulez dire qu'il y en a qui sont taillés pour, de par peut-être leurs compétences ou leur potentiel, taillés pour être entrepreneur, et il y en a qui sont plutôt taillés pour être salariés? Oui, je pense qu'on a les compétences. Oui, forcément. Tout le monde n'est pas fait pour être entreprise, tout comme tout le monde n'est pas fait pour être manager. D'accord. Ça, on a des qualités intrinsèques qui se développent au fur et à mesure qu'on avance. Oui, oui, oui. Il y a des personnes, on ne naît pas on naît avec de la graine d'entrepreneur. D'accord. Et après, on développe cette graine. Oui, on la développe. D'accord. Parce qu'il faut quand même des qualités de résistance, de persévérance. Ouais. Il faut avoir de l'entre-urgence, savoir se vendre. Il y a des personnes qui ont du mal à parler d'argent. Il y a des personnes qui ont du mal à vous facturer. Moi, d'ailleurs, je vous enverrai ma facture bientôt. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que vous apportez une grosse expertise. Il faut se connaître. Ouais. Merci, je vous en prie. Il faut connaître. C'est avec plaisir, Bruno. Il faut se connaître. Il faut vraiment être sûr de soi. Maintenant, on peut se tromper. Il faut oser. Il faut accepter de prendre un risque. C'est ça aussi, être entrepreneur. Se dire, c'est pas grave si ça marche pas. J'essaye. Je vais jusqu'au bout de mon idée. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Je recommencerai. Soit je recommencerai une autre idée, soit je recommencerai ailleurs dans un autre projet. Peut-être que le monde connaîtrait plus d'entrepreneurs. C'est justement cette question et ce goût de risque que beaucoup manquent. La peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de se casser les dents, comme on dit. Le besoin de sécurité. Oui, donc c'est ça qui fait, moi je pense personnellement, le monde aurait connu ou aurait en ce moment plus d'entrepreneurs que c'est le cas si tout le monde avait le goût du risque. Et vous, comment vous avez fait pour vaincre si jeune ce stress-là de la peur de l'échec, etc. Et vous vous êtes lancé quand vous faites du Yahoo, c'est bien ça? Oui. D'accord. D'abord, il faut avoir la passion, il faut être passionné par ce qu'on veut entreprendre. Parce que s'il n'y a pas la passion, tu ne peux pas avancer. C'est en ayant la passion que tu auras la volonté de prendre du risque. Donc, moi, le risque, ça ne me fait pas peur en fait. Vous n'avez pas peur en vous lançant, vous n'avez pas eu peur d'échouer ou vous vous êtes dit c'est pas grave, je le fais quand même et je vois ce que ça donne. J'aime prendre du risque et j'ai voulu essayer. D'abord, comme c'était déjà une passion, donc moi je ne trouvais pas ça comme un risque en fait. Ah, en plus. et comment ça se fait, vous vous êtes lancé dans vous faites du Yahoo. Est-ce que précédemment vous avez fait une formation ou avec maman, aux côtés de maman, vous avez appris? Comment c'est venu? Cela est... D'abord, j'étais en classe de 5e, c'est une feu tante qui faisait ça. Donc moi, je passais, vous savez, comme j'ai une certaine curiosité. Vous passiez subtiliser ou vous passiez acheter? Je vais suivre avec elle. Donc, je ne suivais pas en tant que telle. Donc, arrivé en classe de 4e au collège, j'ai essayé une fois, ça n'a pas vraiment donné. Donc, après, en première, lors des travaux dirigés, on avait des cours sur le processus de la fermentation. D'accord. Donc, moi, j'ai voulu essayer ça sur le lait. Et le Yahoo, ça a donné quoi. Donc, j'ai présenté ça en classe, ce qui a plu au professeur. Donc, c'est là. Je vous ai dit hier, j'y suis. Je peux maintenant me lancer. Ça commence par venir. Et vous vous êtes lancé comme ça? Oui, je me suis lancée en classe de terminale. Il y a le père censeur de mon école, de mon collège, qui en commandait. Donc, il en a commandé. Arrivé à l'université, vu le nombre qu'on faisait, je me suis dit, mais comme c'est déjà une passion, c'est une passion au début en fait. Et je me suis dit, je peux aussi me faire des revenus à partir de ça. Donc, j'ai commencé par faire ça. Il y a mes camarades qui aimaient ça et tout.
Savoir saisir les opportunités. Oui, savoir saisir les opportunités. Justement, on va en parler dans un instant. Et vous, ça s'est passé plutôt comment, la peur? On parle de cette peur-là, hein, comment vous l'avez Comme elle vient de le dire déjà, Mm. il n'y a pas d'âge pour entreprendre. On peut commencer ça au collège. Et en même temps, même si on est dans une fonction publique, là-bas, on peut le développer. Je pense que moi, je l'ai développé comme ça, en tant qu'assistante. En tant qu'assistante, j'avais commencé par avoir des idées, puisque moi-même, j'aime vendre déjà. Je vends les petits trucs, mais déjà, j'ai commencé par me positionner sur mes projets propres à moi-même. Dès que j'ai mes temps libres, je me consacre sur mes propres projets. C'est comme ça que j'ai commencé par mettre en œuvre le projet Kilichi Made in Benin. Vraiment, il faut avoir de la passion, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il faut la rigueur également. Il faut exercer, avoir son agenda propre, son agenda de chaque jour, ce que je dois faire, ce que je dois réaliser pour cette journée. Si je n'arrive pas à le réaliser, comment s'y prendre pour pouvoir le réaliser? Donc, la prise de risque est très essentielle. Moi, j'ai dû démissionner à un moment T. Vous étiez salarié. Si. Vous avez démissionné. Oui, j'ai démissionné pour me consacrer réellement. Mais vous l'avez fait quand ça a commencé par marcher de l'autre côté, ou vous avez fait le saut dans l'inconnu, c'est-à-dire que vous démissionnez sans savoir si ça allait donner ou pas? Je n'ai pas fait le saut dans l'inconnu parce que j'avais eu la chance de suivre des formations et c'est au cours des formations, je n'arrivais plus à mettre les deux ensemble parce qu'il faut demander des permissions ou bien quand on organise des formations, je ne peux pas m'y rendre et puis ça a commencé par me perturber. J'ai dit non, il faudrait vraiment que je me calme sur mon projet car c'est très important. D'accord. Et ça vous a permis donc de vous consacrer davantage, parce que la consécration du temps aussi, hein, ça peut aider à la réussite. Oui, ça, je vous comprends. Alors, vous aviez voulu réagir sur un aspect évoqué par mademoiselle Priscille Laroux il y a quelques instants. Non, j'ai oublié alors. Qu'est-ce que tu as dit? Saisir les opportunités. Elle a parlé de saisir l'opportunité. Oui, vous avez lu en son histoire qu'elle a su saisir l'opportunité. Voilà une jeune élève qui, lors des travaux dirigés, c'est bien ça. C'est au Yao qu'elle avait déjà vu la tante faire et ça donne quelque chose. Le professeur apprécie. Après, c'est le directeur et bon, le prochain, c'est peut-être moi. Elle a saisi l'opportunité, mais elle a toujours eu au fond d'elle cette envie de réaliser quelque chose, de créer aussi. Donc, il faut de la créativité aussi pour dénicher l'idée. Hein. C'est ça. Elle a la chance de faire quelque chose qu'elle aime, mais il y a des gens qui entreprennent et qui réussissent dans un domaine qu'ils ne connaissent pas du tout. Et qui n'aiment pas. Je ne sais pas si Sika connaissait le Kilichi avant. Voilà. Sika, elle a toujours eu cette envie, effectivement, de faire du commerce, tout ça. Mais l'idée, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que ça vient d'où l'idée? C'est vrai, ça vient d'où l'idée. L'idée, c'est... On m'avait recruté comme commercial pour faire l'étude de marché du produit Kilichi. Je l'ai fait pendant 3 mois et puis la structure a dû fermer. Finalement, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus continuer. J'ai dit, vous êtes approprié l'opportunité. Elle a saisi l'opportunité. Elle a saisi l'opportunité. Il le faut. Voilà un peu elle a saisi l'opportunité. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'à l'époque, elle cherchait du travail. Quand j'ai rencontré Sika, elle cherchait du travail. Et je lui ai dit, mais tu es pleine de ressources. Parce que voilà, ça aussi, moi, c'est mon talent de détecter rapidement le potentiel des gens. J'ai dit à Sika, mais tu es pleine de ressources. Moi, ça fait 6 mois. Elle était assistante dans la structure où on s'est retrouvés toutes les deux dans une structure de la place, une structure publique. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu cherches du travail tout le temps? Tu as du potentiel. Ça, je ne le dirai pas à tout le monde, mais toi, je sais que tu peux réussir. Vrai ou faux? Et elle est partie de là, elle m'a dit, ah ben voilà, vous m'avez quand même mis le pied à l'étrier. Il faut avoir confiance en soi. À un moment, Sika doutait, mais là, elle a pris son envol. Il faut avoir confiance en soi. Et Priscille a cette confiance en elle.
Il faut beaucoup de choses pour entreprendre parce que oui, il faut être fort en fait. Ouais, il faut être fort. Fort mentalement. C'est pas Maziri qui va me démentir. Vous, ça s'est passé comment plutôt dans le numérique, un domaine qui est clairement, on va dire, en pleine ébullition, tout va vite là-bas. Tout à fait. Déjà, la question de peur d'échouer, je dirais que moi, déjà, quand je suis face à l'échec, je dis, tiens, je suis sur le bon chemin. Parce que, voilà, on dit, quand tu échoues, voilà, c'est pour aller loin. C'est pour aller loin. Je dis, quand tout va bien, je dis, est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Parce que, voilà, l'échec, effectivement, ça arrive. Et tout le temps, ça me rappelle, par exemple, ce que disait à un moment donné Tom Nyan, le directeur, l'ancien directeur de campagne de Barack Obama. Dans le temps, il disait, if you fail, try again. You fail again, try again. You fail again, try again. Okay? Il disait ça tout le temps. Il disait ça tout le temps. Et voilà, donc, cette question d'échec, bien entendu, il y a des moments, ça arrive. Et je rejoins celle-là sur le plateau en disant que il y a des moments où l'échec, ça vous atteint à un niveau où, franchement, si c'est pas la passion, vous voulez tout laisser. D'ailleurs, je peux même me faire un contrat et puis me faire payer. Pourquoi je vais. Donc, et la seule chose qui vous amène à vous réveiller le matin et de continuer sur cette lancée, c'est la passion. D'accord. Donc, c'est cette passion-là, il faut vraiment nourrir la passion et être en permanence à la recherche de résoudre un problème. Être vraiment quotidiennement à la recherche du problème à résoudre parce que chaque problème que vous rencontrez constitue pour vous l'opportunité et donc ça voudra dire que si les gens ont un problème à tel endroit là, voilà, il y a de l'argent se faire là. Vous pouvez y répondre. Justement. Et donc le fait de chercher à résoudre constamment ce problème là vous amène véritablement à aller loin. Donc cette question de risque là, on en fait face, mais je veux vraiment rassurer les miens que pour moi personnellement, la manière dont je gère ça, c'est ce que j'ai dit au début. Déjà, quand je suis face à un problème de ce genre, je dis, voilà, je suis vraiment sur le bon chemin parce que quand je rencontre un obstacle, ça veut dire que le sourire est devant. Voilà. Le sourire est devant, et comme vous l'avez dit, quand vous échouez, essayez encore et encore. Il y en a qui définissent d'ailleurs le mot fail en anglais, F-A-I-L, comme first attempt in learning. Ok. Voilà, premier essai d'apprentissage, first attempt in learning. Je parle un peu anglais aussi. Je peux vous donner des cours à côté. Ça, c'était pour rigoler. Alors, Madame Guidou Madodé, on va parler toujours de l'entrepreneuriat. À quel moment est-ce qu'on peut entreprendre? Parce que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de mademoiselle Priscille Larreau qui a, si ça ne vous gêne pas, 20 ans je pense. Oui. 20 ans, voilà. Qui est, pleinement déjà, qui s'est lancée. Tout élève. Alors, est-ce qu'il y a un moment précis où on peut se lancer, où ça dépend d'un cas à l'autre, d'un individu à l'autre? Oui, je pense que ça dépend d'un individu à l'autre, ça dépend de chaque cas. Moi, les personnes que je rencontre, c'est souvent à l'occasion d'une reconversion. Parce que c'est vrai que Priscille, elle est jeune, elle a les parents encore à côté. Le risque, il est quand même limité. Pour l'instant, c'est que de la passion. Oui. Le cas de Sika est déjà différent. Sika est mère de famille. Elle cherchait du travail et puis elle s'est dit, mais pourquoi pas? J'ai des ressources, pourquoi ne pas tenter? Donc elle a cumulé pendant un temps le travail et l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est ce qui, par exemple, en France, c'est encouragé pour éviter la prise de risque trop brutale. On encourage les personnes à travailler et à temps partiel et à créer leur entreprise à temps partiel. L'employeur est informé, donc il libère l'auto-entrepreneur quand il en a besoin. Et puis, les personnes que moi je rencontre souvent en ce moment, que j'accompagne dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui sont en reconversion. D'accord. Parce qu'effectivement, quand vous avez fait une bonne carrière, vous avez fait 20 ans, 30 ans, même, oui, peut-être même 30 ans, ça dépend de l'âge, et que vous arrivez à la croisée des chemins, oui. Là, vous vous interrogez, vous vous dites, vous essayez de capitaliser toute votre expérience professionnelle. Qu'est-ce que je peux en tirer? Et parce qu'il faut le reconnaître, à un moment donné, quand on est d'un certain âge, le marché du travail, c'est plus vraiment pour vous. Donc là, l'auto-entreprise devient pratiquement une obligation. Une obligation. Maintenant, tout le monde n'a pas cette capacité à auto-entreprendre. Donc justement, voilà, là, le moment, il n'y a pas de moment idéal, mais
un moment qui s'impose à soi, c'est souvent quand on est en reconversion professionnelle et qu'on est donc un peu avancé en âge. D'accord. De façon pratique, je reste avec vous. Je veux entreprendre. Est-ce que je m'accroche à ma passion? Est-ce que je m'accroche à mon potentiel? Est-ce que je m'accroche même à mon rêve aussi? Parce que parfois, on a sa passion, on a ses rêves, on a également ses capacités. Et parfois, les trois ne sont pas conformes en fait, entre mes capacités qui pourraient me permettre d'exceller dans tel domaine, mais qui n'est pas du tout ma passion. J'ai une toute autre passion. Et j'ai mon rêve qui est encore, voilà, autre chose. Parce que j'ai peut-être une icône que j'ai vue réussir dans un domaine et il m'inspire. Et ce domaine en particulier, ça devient un rêve. Mais ce n'est pas forcément ma passion. Tout dépend de ce que vous voulez entreprendre. C'est d'abord réussir. Hein. Si vous avez la possibilité de faire de l'argent. Après, ça dépend de ce qui fait, ce qui est le moteur de chacun. Certaines personnes, c'est faire de l'argent, être un grand chef d'entreprise. À ce moment-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas la passion. Leur passion, c'est entreprendre, quel que soit le domaine. Donc, ils vont investir dans des domaines porteurs. Et puis, il y a des personnes comme Priscille. Sika, je dirais plus dans le premier cas. Je mettrais plus Sika dans le premier cas. Je ne connais pas trop votre domaine, donc je ne sais pas trop. Mais par exemple, moi, je suis incapable d'entreprendre dans un domaine qui ne me plaît pas. Bon, je suis aussi chef d'entreprise. J'ai mon cabinet depuis 2010. Mais je ne peux pas me mettre à vendre... Je ne peux pas me mettre à vendre quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux peut-être pas me mettre à vendre du kilichi. Vous voyez ? Mais j'adore manger son kilichi, il est délicieux. J'ai besoin que ma passion s'exprime. Quand moi je fais du coaching, pour moi c'est mon métier. J'ai besoin de savoir que j'apporte de la valeur, que j'aide les gens à atteindre leur objectif. Moi je me nourris aussi de ça. De cela. Voilà. Maintenant c'est vrai que chacun trouve son... Et voilà, si je devais entreprendre dans un autre domaine, moi, ce serait la restauration. Parce que je suis une passionnée de cuisine. Ah. Vous voyez? Là, ça, moi, je fais... On va vérifier ça. Je n'ai pas dit que j'étais une experte. J'ai dit juste que j'étais passionnée. Ça, c'est vérifié. Hein. Vous faites un plat et puis on passe manger à la maison. Donc, on pourra certifier tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réussir. Il faut chercher à réussir, trouver le domaine qui est porteur. Aujourd'hui, c'est vrai que sur la place au Bénin, tout ce qui touche à l'alimentaire, l'agroalimentaire, le numérique, ça commence, est porteur. Aujourd'hui. Ça prend. Donc oui, forcément, parce qu'on mange tous les jours. Les problèmes les entreprises de services, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, comme moi, parce que le Béninois a du mal à rémunérer pour un service. Clairement. Il a l'impression que voilà, vous n'avez rien fait. C'est pas concret. Oui, c'est pas concret. Non, je partage entièrement, je laisse toujours d'ici ce plateau. C'est un véritable problème. Le Béninois, par exemple, ne comprend pas, le Béninois lambda, ne comprend pas pourquoi un photographe lui ferait une photo et lui demanderait 10 000 francs la pose. Ça ne s'entend pas pour le Béninois. Il y en a, ça ne me pose pas de problème, mais je parle du Béninois lambda, ça lui pose problème. Une photo à 10 000, alors que je peux me faire une photo avec mon appareil photo, ne sachant pas que c'est un professionnel. Tu es allé en studio, il a des lampes, il a des factures qu'il paye, etc. Un Béninois qui va acheter une toile à peut-être, je sais pas, 700 000, 800 000, 900 000, ça ne s'entend pas. Donc, c'est un peu ça. Ou un Béninois qui est dérangé, qui sollicite un psychologue, c'est pas dans nos habitudes à la base de... Moi, j'ai une cliente... Un peu comme la consultation aussi, les Béninois, c'est pas la consultation, c'est pas les premiers auxquels on recourt. Hein. C'est ça, mais heureusement, il y a toujours des personnes qui connaissent la valeur de ce que vous faites et qui encouragent les consultants, les prestataires comme moi à vivre. J'ai une cliente, une fois, pour laquelle j'ai fait un recrutement. Et donc, je lui envoie le contrat, parce que je fais toujours tout dans les règles. Et elle me dit, bon, quand la personne sera restée, je vais la recruter et après, je vous paye. Je dis, pardon. Oui. Je vous paye quand il va réussir sa période sa période d'essai. Je lui dis, madame, il faut que je vous explique quelque chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dès le début de la commande, moi, vous me payez 80%. Parce que je suis fatiguée de courir après les clients. Voilà. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, c'est 80%. Et après, oui, mais si je ne suis pas contente du candidat, je lui dis, il y a une clause de reprise, je recommence. Je peux recommencer 2 fois. Elle me dit, et si je suis toujours pas satisfaite? Je dis, alors c'est que c'est vous qui avez un problème, madame. Un problème. C'est pas moi. C'est pas le candidat, c'est pas moi, c'est vous. Et je lui ai donné l'exemple. C'est une dame qui était très aisée. Je lui dis, mais vous entrez à Paris, chez Gucci, puisqu'elle avait posé son beau sac Gucci sur la table. Je lui dis,
vous l'avez acheté à crédit? Elle me dit non. Je lui dis donc ça, pourquoi? C'est de la matière. Oui, je suis ressortie. Vous êtes ressorti avec? Elle dit oui. Mais alors pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose avec mon service? Mon service, c'est un bien qui est immatériel. Considérez ça comme ça. Et après, elle me dit, est-ce que je peux vous embaucher? Je dis, moi, je suis... Non. Pas du tout. Avec quelqu'un qui fonctionne, qui réfléchit comme vous, on ne peut pas s'entendre. Ah oui, et je suis trop chère pour vous. Alors, on va parler maintenant des idées à la réalisation de votre projet. Il y a forcément des étapes à gravir. Quelles sont les étapes principales par lesquelles il faut prendre, vous qui êtes déjà dedans? Parce que avoir les idées et les concrétiser, c'est vraiment deux choses différentes. C'est un parcours de combattant. C'est là que le coaching intervient. Parce que beaucoup laissent tomber. Voilà. On va écouter les entrepreneurs et puis on revient prendre vos conseils. Je pense que avoir l'idée, les étapes majeures, c'est déjà être sûr que c'est une bonne idée que tu as, une bonne idée que tu as et que tu dois pouvoir concrétiser. Donc, les étapes, déjà, il y a la formalisation. Il faut déjà se dire, pour tel projet, il faudrait réellement que je puisse formaliser mon entreprise. Donc, pour formaliser l'entreprise au Bénin, maintenant, c'est plus tabou. C'est très simple. Il suffit juste d'aller à pièce, ou soit avec nos portables même directement. La formalisation, ça on a accès directement beaucoup de services sont dématérialisés par le gouvernement. À part ça, il faut être sûr que la solution que vous apportez et la demande est là. Il faut être sûr de la demande. Si vous n'êtes pas sûr de la demande, la taille, il faut être sûr de ça. Donc, il faut réellement faire l'étude de marché pour s'assurer que vous ne voulez pas vous aventurer simplement. Que l'idée doit être pérenne. Donc, je pense qu'après ça, il faut se baser également, compte tenu du produit, il y a aussi la certification. Parce qu'on ne peut pas mettre sur le marché un produit sans que le produit soit certifié. Donc, il faut prendre en charge les démarches à suivre pour la certification de son produit. Voilà. Non, ça va se compléter hein, parce que il y a toute une bande d'entrepreneurs, donc ça va se compléter. Alors, Priscille, tu as entendu les étapes. Est-ce que tu as aussi d'autres étapes qui sont importantes à gravir quand on est dans l'élan d'entreprendre? Après l'étude du marché, il faut établir un prévisionnel. D'accord. Voir si le projet est rentable et trouver un financement. Et enfin, comme elle a dit, certifier son entreprise, se rapprocher des institutions administratives de son pays. Voilà, des services compétents pour le faire. Donc, vous avez ajouté quand même quelque chose d'important. Le business model. Voilà, qui est le business model. Et vous, dans le numérique aussi, j'imagine que ça doit avoir une spécificité. Pas forcément, c'est commun à tous les secteurs. Hein. Et ce que je vais ajouter surtout aussi, c'est la formation. C'est la formation parce que en tant qu'entrepreneur et tout, en voulant déjà se lancer, madame l'avait souligné, on peut être entrepreneur dans un domaine qu'on ne connaît pas peut-être, voilà, parce que la formation est vraiment très importante, même si c'est dans un domaine que vous connaissez, il est très important pour vous de vous former ou bien de renforcer les capacités pour apprendre encore de nouvelles techniques ou bien apprendre de nouvelles manières pour aller encore plus vite. Et c'est une étape qui ne finit pas ou bien qui ne doit pas finir. C'est-à-dire il faut être perpétuellement en amélioration et à la quête de nouvelles façons, bien de nouvelles manières de faire pour optimiser aussi dans les différents affaires, pour réduire les coûts, et optimiser au niveau des bénéfices. Donc c'est cet aspect formation que je veux surtout ajouter à ce qu'elles ont dit. Il y a quelque chose que j'ai pas vu ressortir. Je suis pas entrepreneur. Ça nous a peut-être échappé. Moi je suis plutôt consommateur. mais je pense que pour ceux qui sont consommateurs généralement, ils cherchent le plus.
c'est-à-dire l'innovation que vous apportez. Quand vous entreprenez dans un domaine où peut-être vous avez déjà des devanciers qui font déjà la chose, il faut qu'en venant sur le même terrain, pour pouvoir leur livrer une concurrence de taille, il faut apporter votre innovation, il faut apporter un plus qui va faire la différence et qui va du coup drainer un peu de la clientèle vers vous. Je pense que c'est aussi dans la réflexion et dans l'élaboration du projet. Il faut avoir de la valeur ajoutée en fait par rapport à tout ce qui existe. Et moi, franchement, on voit que ce sont des pros. Voilà, toutes les étapes sont dites, mais je rajouterai juste, il faut un plan d'action. Ça, c'est la coach qui le rappelle. Tout ce qu'on fait, tout projet, il faut un plan d'action. Toutes ces étapes, il faut les détailler, mais le plan d'action, c'est vraiment ce que demain, je fais quoi. Quand j'ai fini ça, je fais quoi? Si ça donne tel résultat, il faut un plan d'action pour... Sika l'avait dit tout à l'heure. Le plan d'action est la même temps prévisionnel. Je ne parle pas du plan d'action du projet. D'accord. Ça, le prévisionnel du projet, c'est le BMC, là, le Business Model Canva, le plan d'affaires. Je parle du plan d'action de l'entrepreneur. D'accord. Pour être certain qu'il va jusqu'au bout de sa démarche, pour être certain qu'il n'oublie aucune des étapes, pour être certain qu'il a le moral qu'il faut, que le lendemain, il se couche le soir en faisant son bilan, il se lève le matin en sachant avec quoi il attaque sa journée. Et ça, c'est capital. Chacun de nous devrait d'ailleurs faire son plan d'action personnel au quotidien. C'est normal. Alors, on va faire un dernier tour de table pour boucler cet entretien. C'est vrai qu'on a déjà parlé des qualités qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. C'était l'un des aspects qui était prévu, mais dans vos propos, vous l'avez relevé. Alors, la dernière question, qui est aussi parfois un blocage pour beaucoup, parce qu'en fait, c'est entreprendre, c'est investir. Et c'est parce que les gens ont peur de perdre leur investissement que beaucoup s'en abstiennent. Et donc, moi, je voulais demander clairement, parce qu'on entend d'autres entrepreneurs vous expliquer qu'on peut entreprendre à 0 francs. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Je n'ai jamais cru, par exemple, en cette phrase qu'on peut entreprendre à 0 francs. Vous allez peut-être me le confirmer si c'est possible. Ou non, je ne sais pas quel genre de business on démarre avec 0 francs. Mais quelle est la place de l'argent, ou si vous voulez, du capital financier dans le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais plutôt, il est important d'avoir un capital pour pouvoir commencer. Mais on ne peut pas privilégier l'argent en fait pour ne pas commencer ce qu'on veut entreprendre. C'est-à-dire que d'abord, il faut voir ce que tu as comme projet. Si tu as la capacité de commencer sans un minimum d'argent, tu peux te lancer dedans. Pourquoi ne pas se lancer? Donc, moi, je trouve que, comme on le dit, on peut entreprendre avec 0 francs. D'accord. Donc, pour vous, ce n'est pas la peine de prioriser l'argent quand on veut démarrer? L'argent est important, mais il ne faut pas privilégier ça pour ne pas commencer ce qu'on veut faire en fait. D'accord, il ne faut pas en tenir compte pour ne jamais se lancer. Voilà. Parce qu'il y aura toujours des contraintes qui vont t'empêcher de pouvoir. Donc, il ne faut pas se fier à ça. D'accord. Donc, ne pas limiter par la question de l'argent. Vous voulez ajouter quelque chose ou bien vous avez un avis plutôt contraire? Non, le fait de dire on peut entreprendre à 0 francs, c'est ça, j'aime pas du tout. C'est faux. À 0 francs, c'est faux. Ça, c'est faux. L'argent est important. On le sait, c'est très important. Maintenant, il faudrait que l'idée soit bonne. Si ton idée est bonne, dès que ton produit est sur le marché, tu seras là et puis les ressources viendront. Mais sans les ressources, tu ne peux pas enclencher de grandes choses. Donc, c'est très important d'avoir de l'argent. Oui, voilà, c'était votre mot de la fin. Madame Mireille Guédou-Madodé, sur la même question, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients qui veulent entreprendre, vous qui êtes coach? Est-ce que vous leur parlez d'argent et de l'importance d'avoir de l'argent pour se lancer? Sans argent, c'est compliqué. Non, je ne leur dis pas ça parce que ça dépend de... S'ils sont venus jusqu'à moi, c'est qu'ils ont déjà cette idée-là d'entreprendre, donc ils ont déjà plus ou moins étudier la question. Maintenant, comme l'a dit, je partage l'avis des deux charmantes jeunes dames en fait, parce que Priscille, c'est clair que, mais Priscille n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes contraintes en fait que Sika. Clairement, oui. Priscille est jeune, elle est encore encadrée, elle a une soupape de sécurité pour l'instant, donc elle ne voit pas le problème de la même façon. Sika, elle a produit,
on a échangé plusieurs fois, elle avait besoin de fonds. Et ça, moi, effectivement, à chaque fois, comme vous l'avez compris, je lance un appel, en fait. Oui. Il faut aider les entrepreneurs. Oui. Si on veut créer de la richesse dans notre pays, il faut les aider. Le numérique, je pense que c'est comme un peu mon domaine, ça ne demande pas énormément d'argent. Encore que, il n'y a pas d'entreprise sans argent. Même si moi, mes prestations sont intellectuelles, je me forme, j'achète des qualifications. Le coaching, la qualification, ça coûte excessivement cher. Les formations coûtent excessivement cher. Voilà, donc ça, c'est moi, c'est ma valeur ajoutée. Je suis toujours à la pointe des connaissances dans mon secteur. Et c'est ce que disait Rizdine, Barizi. L'argent, c'est important. Il faut le savoir. Même si vous allez... oui, même si vous êtes invité à, comment on appelle ça, happy hour, à une dégustation, il faut vous habiller, il faut vous déplacer, il faut vous présenter pour présenter votre produit. Il faut faire les cartes de visite, il faut faire des flyers, il faut faire un site internet. Et c'est pas gratuit, tout ça. C'est pas gratuit. Donc, c'est vrai que moi, je lance vraiment un appel parce qu'il y a beaucoup de jeunes au Bénin qui sont très créatifs, qui ont beaucoup d'idées, mais qui sont limités, qui sont freinés dans leur élan. Par rapport à ça. Voilà, donc, le financement. Le financement. Donc, il faut aussi leur montrer qu'ils peuvent faire appel à des levées de fonds individuelles, personnelles, demander à des gens de prendre des actions. Le Béninois est très individualiste, en fait. Ce qui veut qu'il veut de l'argent, mais il ne veut pas ouvrir son capital. Effectivement. Parce que c'est difficile, après, c'est des questions de confiance. Voilà. Il y a plusieurs manières d'avoir de l'argent, mais il ne faut pas occulter cette question financière. Oui. Merci beaucoup à vous, Madame Mireille Guédou Madodé. Vous êtes consultante en ressources humaines, coach en emploi et orientation. Vous êtes également directrice du cabinet Challenge Compétences. Merci également à vous, Mademoiselle Priscille Lauro. Vous êtes promotrice de produits laitiers, c'est bien ça. Et à vous, Sikap Nassara, vous avez été également d'une importance vraiment capitale sur ce plateau avec Priscille. Sans oublier mon cher ami Barizi également, qui est resté depuis. Merci franchement d'être passé ce matin pour apporter un peu plus à ceux-là qui sont dans l'élan d'entreprendre et qui parfois ont des craintes, la peur d'échouer, la peur de se lancer dans l'inconnu. Je pense que les uns et les autres sont plus ou moins rassurés. Et aussi, on peut se référer à des coachs, on peut se référer à des gens qui font dans l'orientation, un peu comme Madame Madodé, qui peuvent être d'une utilité dans les conseils, les orientations et même le suivi. Ça aussi, ça peut aider un entrepreneur. Donc, parce qu'un entrepreneur est plus aguerri à réussir quand il est encadré aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Mais ça ne va pas s'arrêter à ça. Il faut qu'on passe à la dégustation des produits. Allez, ce sera tout pour ce matin. On va se quitter. Vous pouvez leur permettre peut-être de dire le nom de leur structure, non? Elle fait du Kilichi. Moi, c'est Orica Service dans Kilichi, Orica. D'accord. D'accord. Mon entreprise, c'est Yemi. Yemi. Vous êtes Yemi aussi? C'est votre nom? Aye Yemi. Donc, c'est le diminutif de mon... Ah, d'accord. Aye Yemi. Et mon produit, c'est Tasty Yogurt. D'accord. Tasty Yogurt, voilà. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Et lui c'est un doyen. D'accord. Allez, on va se quitter. On se donne rendez-vous demain à partir de 7h pour un autre numéro de La Parenthèse. Passez une très bonne journée. À très vite.